Yes, I mean, I think that knowing that I've just been here for 3 months, right? And in that amount of time, but with that said, for me... J'ai souvent pensé que plus rien ne pouvait me surprendre entre les murs de Buckingham Palace. Mais ce matin-là, ce matin glacial, où 13 mots allaient bouleverser à jamais le destin d'une famille, d'une institution et d'un avenir, fut une expérience inédite. À compter de ce jour, la famille royale rompt tout lien avec Meghan Markle de quelque manière que ce soit. Lorsque j'ai publié cette phrase, le temps m'a paru suspendu. Non pas par impulsion ni sous le coup de l'émotion, mais parce que je devais enfin poser les limites que j'avais trop longtemps ignorées. Combien de fois peut-on laisser une histoire nous échapper avant de l'arrêter net? Et surtout, à quel moment le silence cesse-t-il d'être une forme de dignité pour devenir complicité? Je me souviens parfaitement du silence qui régnait dans le palais. Avant même la publication du communiqué, je sentais la tension monter dans les couloirs. Le sol de marbre résonnait de chaque pas, comme si les murs eux-mêmes pressentaient un événement sans précédent. Le personnel restait muet. Les téléphones ne sonnaient à peine, pas d'agitation, pas de chaos. Seulement ce silence chargé de sens qui précède un bouleversement dont personne n'ose parler. Pour moi, ce n'était pas le silence du doute, mais celui de la lucidité. Le prisme à travers lequel j'observais la situation depuis des mois s'était affiné. La réalité ne pouvait plus se dissimuler derrière la diplomatie, les nuances ou les sentiments familiaux. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette décision ne ressemblait pas à un choix, mais à une conclusion inévitable. Comme si les événements de ces dernières années, les interviews, les fuites, les podcasts, les récits sans cesse changeants, s'étaient accumulés jusqu'à un instant précis où j'ai réalisé qu'une personne était en train de redéfinir le rythme de la monarchie. Non par la force, mais par le chaos. Non par le dialogue, mais par l'image. Et j'ai dû me poser une question que j'avais trop longtemps repoussée. Comment protéger une institution fondée sur le silence? Quand ce silence est instrumentalisé, j'ai toujours cru en l'harmonie, à la protection des liens familiaux même lorsqu'ils sont mis à rude épreuve. Pendant des années, j'ai défendu Harry même lorsque les médias l'attaquaient, même lorsque ses choix soulevaient plus de questions que de réponses. Mais il ne s'agissait plus d'amour fraternel. Il s'agissait de responsabilité. De la prise de conscience que la couronne ne doit pas se soumettre à des ambitions personnelles aussi populaires soient-elles à travers le monde. Que fait un dirigeant lorsque sa loyauté est mise à l'épreuve par quelqu'un qui ne souhaite pas quitter la monarchie, mais qui veut la réécrire? Je n'oublierai jamais ma dernière tentative de médiation, espérant apaiser la tempête. Mais chaque effort de réconciliation déclenchait de nouveaux conflits. Les failles familiales, autrefois blessures intimes, se transformaient en cicatrices publiques, rouvertes jour après jour. Les interviews surgissaient au moment précis où elles étaient là censées causer le maximum de dégâts. Puis des documentaires et des podcasts ont suivi. Des titres qui n'avaient pas pour but de guérir, mais de redéfinir la vérité. Tandis que je luttais pour garder le cap, je sentais que la situation dérivait de plus en plus. Le point de bascule n'est pas survenu lors d'une explosion soudaine, mais par une succession de centaines de petits incidents. Les 1000 coupures, comme certains les appelaient. Chaque incident semblait gérable, pris individuellement une citation erronée par-ci, une remarque par-là, une interview qui réinterprétait des événements que nous avions vécus ensemble. Mais mis bout à bout, ils formaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. C'était comme si quelqu'un réécrivait les archives familiales et je voyais la vérité s'estomper lentement sous des couches
d'émotions savamment orchestrées. La confiance au sein de la monarchie s'effondrait à chaque nouvelle révélation. Ce à quoi j'assistais n'était pas un cri de justice, mais une course à la mainmise sur le récit. Et chaque fois que je gardais le silence, j'avais l'impression d'abandonner volontairement ce contrôle. Combien de temps peut-on tolérer que ses paroles, ses actes, son histoire sopiranquée soient réécrits par quelqu'un qui vit loin, mais suffisamment près pour nuire? Lorsque les rapports internes sont arrivés, confirmés, vérifiés, documentés, j'ai su que la limite avait été franchie. Non pas à cause d'une erreur, mais parce que le tissu institutionnel lui-même était compromis. Chaque détail qui m'a été présenté confirmait et que le silence n'était plus une option. La couronne n'était plus seulement une cible, elle était instrumentalisée. Et c'est une limite que personne ne devrait jamais franchir. J'ai repensé à l'exemple de ma grand-mère, à sa discipline et à sa détermination guidée par ses convictions. Elle comprenait que la monarchie ne perdure que si l'on est prêt à endurer des souffrances personnelles pour le bien commun. Cette conviction m'a guidé lorsque j'ai officiellement publié ces 13 mots. J'ai eu l'impression de fermer une porte restée entr'ouverte trop longtemps. Et pourtant, au moment où la déclaration fut publiée, je ressentis le poids de mon acte. Car je savais que cette étape ne serait pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'un conflit qui mettrait à l'épreuve non seulement la monarchie, mais aussi ma famille. Était-ce le prix de la protection ou le prix de la vérité? Ce que je savais, c'est qu'on ne peut défendre une institution tout en la laissant se corroder de l'intérieur. Alors, j'ai dû agir. Pour la couronne, pour l'avenir, mais aussi pour moi-même. Je pensais tout savoir, que plus rien ne pourrait me surprendre après l'annonce de cette première rupture officielle. Mais tout a basculé lorsque j'ai posé les yeux sur le dossier classifié. Ce dossier resté scellé pendant des années, protégé par la tradition, la peur et des accords tacites au sein du palais. J'avais entendu parler de rapports de notes internes de déclaration du personnel jamais divulgués à la presse, mais je n'aurais jamais imaginé que son contenu serait si volumineux, si détaillé et si accablant. Lorsque mon regard s'est posé sur ce dossier en cuir rouge estampillé, confidentiel, niveau 5, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de simple papier. C'était un recueil accablant de preuves de ce qui avait mal tourné depuis tout ce temps, une accumulation de preuves qui n'attendait que ce moment précis, telle une bombe à retardement. J'étais assis dans une petite pièce de Clarence House. Pas un salon luxueux, pas un lieu de réunion d'État, mais un de ces espaces austères où se prennent des décisions qui ne sont jamais consignées officiellement. Il était tard, presque minuit, l'atmosphère était lourde, comme si le silence lui-même pressentait ce qui allait se produire. En ouvrant le dossier, j'ai d'abord vu les petits hauts rapports d'incidents, notes du personnel mémo horodoté. Mais ce qui m'a immédiatement frappé, c'est que rien dans ce dossier n'était tape à l'œil. Pas de drame, pas de spéculation, juste des faits bruts, essentiels, inéluctables. Tout a commencé innocemment, du moins en apparence. Des manquements mineurs au protocole des messages divulgués sans autorisation, des requêtes contournant la hiérarchie habituelle. Des incidents qui, pris individuellement, n'auraient jamais constitué une crise. Mais plus j'approfondissais le sujet, plus un schéma se dessinait. C'était comme si tous ces événements mis bout à bout formaient la mosaïque d'un problème bien plus grave. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Chaque détail pointait vers la même source. Et ce que je lisais n'était pas l'histoire d'un malentendu, ni celle d'une adaptation à un nouveau rôle, mais celle de quelqu'un qui percevait la monarchie comme une ennemie plutôt que comme une famille désireuse de l'accueillir. Les rapports du personnel étaient peut-être les plus troublants. Il n'y avait pas de récit cohérent, pas de voix dominante. C'étaient des fragments des notes de vrais, anonymes, des observations hésitantes
des remarques inquiètes. Mais ensemble, ils formaient un trio avec une histoire que je ne pouvais ignorer. Les descriptions étaient subtiles, mais précises, des membres du personnel qui se sentaient intimidés des partenaires qui disaient que les conversations dégénéraient souvent en manipulation, des commentaires trompeurs qui semblaient destinés à tester ou à semer la discorde. Une note m'est restée en tête pendant des jours. Elle m'a dit que ma mémoire n'était pas fiable, mais j'étais sûr de me souvenir correctement. Cette simple phrase, écrite presque inaperçue, semblait saisir l'essence même de ce qui s'était mal passé. Puis je suis arrivé à la section qui m'a véritablement sidéré, celle des évaluations RH confidentielles. Des rapports qui, en temps normal, n'auraient jamais été rendus publics. Et là, noir sur blanc, pression psychosociale, tensions émotionnelles exacerbées, schémas de manipulation qui se répétaient dans différents environnements et de travail. Il ne s'agissait pas d'accusation, mais d'analyse. Et c'est précisément ce qui les rendait si troublantes. On peut nier les ragots, étouffer une rumeur, mais que faire face à des évaluations professionnelles qui révèlent le même schéma, année après année, mais le moment le plus douloureux fut celui où je découvris une enveloppe manuscrite portant ces mots. Notes privées, S-I-R. Catherine. J'hésitais. L'écriture de Catherine, ses pensées, sa vulnérabilité. Il me semblait presque inconvenant de la lire même en tant que mari. Mais je savais aussi que je le devais, non par curiosité, mais parce que ces mots faisaient partie de la vérité à laquelle je devais faire face. Ces notes n'étaient pas des tirades, ni des émotions à déverser. C'étaient des observations. Claires, précises, honnêtes. Elle y décrivait qu'il y a des moments où elle s'était sentie marginalisée, des situations où elle avait été dévalorisée, ou encore des jeux subtils qui semblaient être destinés à l'affaiblir. Ce qui me frappa le plus, c'était une phrase « Je vois comme il se recroqueville quand elle lui parle de famille. Son frère lui manque, mais il n'ose pas le dire à voix haute. » Ces mots m'ont touché plus profondément que n'importe quel autre document de ce dossier. Non pas parce qu'ils étaient accusateurs, mais parce qu'ils étaient empreints d'amour, parce qu'ils pointaient du doigt précisément le point de rupture. J'ai refermé le dossier, mais son poids me pesait sur la poitrine. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais tenté d'ignorer, tout ce que j'avais espéré aborder par la parole, tout était là sous nos yeux, des faits que plus personne ne pouvait nier. Et soudain, une question s'est imposée, comme si elle avait attendu derrière une porte tout ce temps. Combien de temps peut-on laisser une seule personne manipuler une institution avant de renoncer à l'espoir d'harmonie et d'assumer son devoir? Quand j'ai posé le dossier devant moi, je n'ai ressenti ni colère, ni soulagement, ni triomphe. Seulement de la lucidité. Ces documents n'avaient pas été écrits pour nuire à qui que ce soit. Ils avaient été écrits pour protéger non seulement la monarchie, mais aussi le peuple qui y vit, y travaille, y roi et y croit. Et je savais que ce dossier, ces faits, ces schémas, ces témoignages, avaient été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Non pas par choix, mais par nécessité. En quittant la pièce ce soir-là, la lumière s'éteignant derrière moi, je savais qu'elle n'avait plus de retour en arrière. Car une fois confronté à la vérité, on ne peut plus faire semblant d'être l'aveugle. Et aussi douloureux que cela puisse être, se protéger n'est pas toujours un acte de douceur, mais un choix difficile. Il était tard dans quand mon téléphone a vibré. Cette unique vibration dont je savais déjà qu'elle ne proviendrait ni d'un appel politique, ni d'un briefing, ni d'un conseiller. C'était Harry. Son nom sur l'écran a provoqué quelque chose que j'ai honte d'admettre, un espoir fugace.
un souhait presque viscéral que ce soit enfin le moment où tout pourrait rentrer dans l'ordre. Mais au fond de moi, je sentais que cette conversation serait différente de toutes les précédentes. Une tension palpable régnait impossible à ignorer, comme si le lien invisible qui nous unissait depuis des années était sur le point de se rompre. Cette nuit-là, l'atmosphère n'était pas celle d'une conversation entre frères, mais celle du dernier chapitre, d'une histoire qui nous avait tous deux profondément marqués. Je n'ai jamais voulu qu'Harry et moi soyons ainsi en désaccord. Dans mes souvenirs, il était toujours cet enfant qui me poursuivait dans les couloirs du palais de Kensington, celui que je devais protéger des difficultés de la vie qu'il n'avait pas encore connues. Mais le contexte historique dans lequel nous vivions, marqué par les caméras, les attentes et les responsabilités, nous empêchait de grandir ensemble sans conflit. Et maintenant, en répondant au téléphone, je savais que cette conversation n'avait rien à voir avec la nostalgie ou les souvenirs. Elle portait sur le point de rupture que nous avions tous deux anticipé. Je ne répéterai jamais exactement ces paroles. Non pas que je ne puisse pas, mais parce que les mots nés de la douleur ne sont pas faits pour être répétés. Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai ressenti. Chacun de ces arguments semblait moins relever de la compréhension que de la défense. Et j'ai perçu entre les lignes que sa douleur n'était pas uniquement la mienne. Elle était en grande partie alimentée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui avait répété pendant des années que la couronne était son ennemi, que la famille qui l'avait élevé l'avait trahi. Je n'ai pas seulement entendu mon frère. J'ai entendu des échos de paroles qui n'étaient pas des peines insouciantes. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas l'intensité. Je m'y qu'attendais. C'était la distance. Une distance non pas géographique, mais émotionnelle. Il parlait comme s'il venait de loin, comme si les souvenirs que nous partagions n'avaient plus aucune valeur. Et tandis qu'il parlait, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une dispute ordinaire. Ce n'était pas un conflit fraternel qui pouvait se résoudre avec le temps et la patience. C'était un choc des mondes, un choc des réalités, un choc de récits si fragmentés qu'ils ne pouvaient plus se rejoindre. Comment un lien peut-il perdurer quand l'un raconte une histoire que l'autre ne reconnaît même pas? J'essayais de rester calme, de prendre mes distances, mais chaque tentative de réconciliation s'enlisait dans un bourbier de méfiance accumulé au fil des années. Il répétait des choses incohérentes, des faits qu'il avait pourtant interprétés différemment. C'était comme si j'écoutais une version de lui-même qui avait peu à peu disparu sans que je m'en aperçoive. À un moment donné, j'ai compris que je ne parlais plus à mon frère, mais à quelqu'un qui, par la force des choses, sous la pression, sous l'influence, avait été entraîné dans un autre récit. Un récit qui ne laissait plus place à deux versions. Je sentais mon corps se tendre, mes mains trembler, non de colère, mais de tristesse. Cette tristesse qu'on éprouve quand on réalise qu'on perd quelque chose d'irrécupérable. Non pas parce que c'est volé, mais parce que c'est lentement dissous, devenu insaisissable. J'ai essayé de le contacter. Non pas comme un prince, non pas comme une personnalité publique, mais comme son grand frère, comme quelqu'un qui savait ce qu'il avait vécu, comme quelqu'un qui portait la même ombre qui planait sur notre enfance. Mais il n'y avait aucune ouverture, aucun mouvement, aucune reconnaissance. Le point de rupture est survenu de façon inattendue, non pas par une déclaration brutale, mais par un silence. Un long silence pesant, où j'ai compris que nous nous trouvions de part et d'autre d'un gouffre que nous n'avions jamais imaginé dans notre jeunesse. Et dans ce silence, j'ai ressenti la vérité que j'avais ignorée pendant des mois. Tous les conflits ne peuvent être guéris. Toutes les blessures ne se referment pas. Tous les liens ne perdurent pas simplement parce qu'on l'espère. Parfois l'amour n'est pas de la colle, mais un souvenir. Lorsque la conversation prit fin,
je ne ressentis aucun soulagement, aucune clarté. Seulement cette froide et inévitable constatation que je devais prendre une décision qui changerait non seulement une famille, mais aussi le cours de la monarchie. Car comment protéger une institution lorsqu'un seul récit, aussi personnel soit-il, sape sa légitimité à chaque instant? Comment diriger lorsque toute tentative de rétablir la vérité se heurte à un contre-récit fondé sur l'interprétation? J'ai raccroché, mais ce n'était pas comme ça. C'était comme un adieu. Pas le genre d'adieu qu'on prononce, mais celui qui se niche doucement dans la poitrine et y reste. Le téléphone me paraissait fort lourd, comme s'il détenait le dernier lien entre ce qui avait été et ce qui ne serait plus jamais. Dans ce silence nocturne, je savais que rien de ce que je ferais, aussi prudent et réfléchi soit-il, ne pourrait restaurer l'ancienne réalité. C'était fini. Avant de quitter la pièce, ma dernière pensée fut pour l'étrangeté de perdre sa famille de son vivant, et la douleur de devoir parfois choisir entre son frère et la vérité, une vérité qui ne permet pas de concilier les deux. Dans les jours qui ont suivi cet appel, alors que les paroles de mon frère résonnaient encore, en moi, il est devenu évident que le conflit n'était fait plus une affaire de famille, c'était devenu une lutte d'images, de pouvoir et de récits. J'avais espéré que le silence créerait une barrière naturelle, que la distance me permettrait de réfléchir, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Avant même l'aube, j'ai ressenti les ondes de choc se propager dans les médias. C'était comme si quelqu'un avait délibérément attendu qu'une faille apparaisse, puis l'avait ouverte de plein fouet. La contre-attaque de Meghan n'était pas une réaction. C'était un plan préétabli, une stratégie prête à être activée au moindre faux pas de ma part. Je l'avais toujours connue comme une experte des médias, une femme qui comprenait les dynamiques de l'opinion publique mieux que la plupart des équipes de communication réunies. Mais ce qui m'a le plus frappé cette fois-ci, c'est la façon dont tout a été orchestré. D'abord, des sources anonymes sont apparues dans les médias de divertissement américains de petites insinuations selon lesquelles j'aurais agi, soudainement de façon agressive, que Catherine cachait des années de jalousie. Le timing n'était pas un hasard, en plein cœur d'une période d'actualité marquée par des émotions fortes et une diffusion rapide. Chaque insinuation a été amplifiée par des plateformes avides de sensationnalisme. Et le cadrage était savamment orchestré pour susciter instinctivement de l'empathie chez le public. Puis vinrent les interviews stratégiques. Non pas avec des médias traditionnels, ils auraient posé trop de questions, mais avec des animateurs de podcasts influents et des personnalités du monde du divertissement avides d'informations exclusives. Les histoires qu'elle y racontait n'étaient pas explosives, mais suggestives. L'ambiguïté était primordiale, non pas des accusations, mais des insinuations. Non pas des faits, mais des insinuations. Non pas une défense, mais des insinuations. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le nombre de réactions. Cela a démontré un changement dans le paysage médiatique que je pressentais depuis longtemps. Le public ne consomme plus des faits, mais des récits. Celui qui souffre le plus convaincant l'emporte. Et Meghan savait exactement comment transformer la souffrance en une histoire que des millions de personnes veulent entendre. J'ai vu son réseau de relations publiques s'étendre comme une toile. Certains journalistes recevaient des informations exclusives, juste assez pour attiser la curiosité, mais pas assez pour la réfuter. Des blogueurs diffusaient des variantes de ces mêmes histoires, en insistant différemment. Tantôt j'étais dépeinte comme froide, tantôt comme assoiffée de pouvoir, tantôt comme la victime de Catherine. Le schéma était clair, le récit était conçu pour semer le doute. Le doute quant à mes motivations, ma personnalité
et surtout quant à ma relation avec elle et Harry. Car celui qui sème le doute ne dit pas forcément la vérité. Le doute est en soi suffisamment destructeur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai commencé à reconnaître sa stratégie. La période autour de l'interview d'Oprah, la série Netflix, le podcast, tout s'inscrivait dans la même logique. À chaque conflit, l'histoire était systématiquement racontée de son point de vue avant même que quiconque ait eu le temps de réagir. Et à chaque fois, le monde semblait oublier que le silence n'est pas synonyme de culpabilité. Mais pour la première fois, je n'éprouvais pas seulement de la frustration, j'éprouvais aussi un sentiment de responsabilité. Car il ne s'agissait plus de relations personnelles. Il s'agissait de stabilité, de la couronne, d'une institution qui avait perduré pendant des siècles grâce à une règle simple, ne jamais laisser l'histoire prendre le pas sur la vérité. J'ai également été surprise par la rapidité avec laquelle certains de ses alliés sur les réseaux sociaux et à Hollywood ont réagi. Tweets, publications, vidéos émouvantes, tout semblait organisé, comme si toute une structure de communication en Californie attendait ce moment précis. La vitesse à laquelle tout est apparu montrait qu'il ne s'agissait pas d'une émotion spontanée, mais d'une action préméditée. Et même si elle n'avait peut-être pas l'intention de s'attaquer à la monarchie, l'impact a été le même. Cela a créé un climat de trouble, alimenté les spéculations et donné l'impression que notre institution est en train de s'effondrer. J'ai remarqué que durant cette période, je commençais prudemment à réfléchir en termes de défense, chose que je n'avais jamais vraiment faite auparavant. Comment protéger une institution de discours qui n'a pas besoin de faits pour nuire? Comment instaurer le calme sans jeter de l'huile sur le feu? Comment préserver sa dignité dans un monde où elle n'est plus valorisée? Les conseillers m'ont recommandé de ne rien dire. Ne jamais répondre aux insinuations personnelles était la devise de tous les responsables de la communication depuis mon enfance. Mais cette fois, c'était différent. Le public que nous servons a changé. Il attend authenticité, honnête humanité. Et pourtant, je savais qu'une réaction ne ferait qu'envenimer la situation. Car face à une personne qui n'a aucune responsabilité institutionnelle, on est toujours démuni. Elle a la liberté. J'ai le devoir. Elle a la flexibilité. J'ai la structure. Elle peut parler. Je dois me taire. Pourtant, j'ai perçu un autre danger que personne ne voulait aborder. Non seulement le danger de ses paroles, mais aussi celui de l'empathie qu'elle suscite du pouvoir narratif qu'elle détient. Et qu'advient-il lorsqu'une personne exerce ce pouvoir sans tenir compte des complexités d'une monarchie? Une institution peut-elle survivre si elle est jugée selon les critères de la culture des célébrités? Ce qui me tenait éveillé la nuit, ce n'était pas son attaque, mais sa capacité à retourner la situation de telle sorte que chaque tentative de défense passe pour une attaque. C'était là tout le génie et le danger de sa stratégie. Elle nous a mis en échec et mat dans une partie que nous ne voulions pas jouer. Ces derniers jours, j'observais Catherine attentivement. Elle parlait peu, mais je voyais dans ses yeux qu'elle avait tout compris le schéma, le moment opportun, la stratégie, et d'une certaine manière, j'éprouvais un soulagement de la savoir à mes côtés. Car s'il y a bien une personne capable de traverser les tempêtes de la construction d'une image sans perdre son intégrité, c'est elle. Mais malgré son calme et sa perspicacité, une question me hantait. Comment combattre un récit qui n'a jamais besoin de la vérité pour triompher? Dans les heures et les jours qui suivirent, le monde semblait être devenu un immense laboratoire pour rumeurs demi-vérités et fuites savamment orchestrées. J'avais toujours su que l'information c'est le pouvoir, mais je n'avais jamais réalisé à quel point ce pouvoir pouvait devenir impitoyable lorsqu'il m'échappait. Ce qui avait commencé par de subtiles insinuations de l'entourage de Meghan s'était transformé en un véritable ouragan de documents divulgués d'extraits déformés de lettres sans conviction de capture d'écran hors contexte,
et de sources confidentielles qui se contredisaient toutes, mais qui pourtant véhiculaient le même message. Le palais avait quelque chose à cacher. Et tandis que le public dévorait chaque pixel, chaque phrase, chaque citation anonyme, je ne cessais de me demander comment une institution fondée sur le silence peut-elle survivre dans un monde qui comble le silence par la fiction. Tout a commencé par quelque chose d'apparence anodine, un email divulgué, devenu viral sur les réseaux sociaux. Un email prétendument écrit par un collaborateur du palais affirmant que Catherine avait délibérément entravé les initiatives de Meghan. Le style était étrange, le ton inapproprié, et même la date s'avérait impossible, mais peu importait. Le problème ne résidait pas dans l'authenticité du document, mais dans la rapidité de sa diffusion. En moins d'1 heure, il se trouvait sur des dizaines de comptes, et en 4 heures, sur des centaines de sites web à travers le monde. Lorsque nous avons enfin réussi à réfuter le document, le récit était déjà forgé, non pas par les faits, mais par l'émotion. Puis sont apparues des captures d'écran de correspondance prétendument issues de conversations en ligne. Des extraits de discussions savamment retouchées, juste assez pour semer le doute. Des formulations parfois vagues, parfois des emojis suggestifs, parfois des phrases inachevées. Aucun de ces éléments ne constituait une preuve et pourtant chaque fragment était traité comme s'il recelait la clé d'une vérité plus vaste. Et tandis que je voyais ces reconstitutions circuler, je ressentais l'impuissance d'un système incapable de réagir sans se détruire lui-même. Car comment réagir face à un mensonge qui imite si bien la vérité? Comment se défendre dans un jeu où même le déni est utilisé comme confirmation? La presse s'est jetée sur l'affaire comme des prédateurs flairant le sang. Les tabloïds américains proclamaient que la véritable guerre avait enfin été révélée. Les journaux britanniques employaient des termes comme implosion, rupture totale et guerre psychologique. Même les médias traditionnels n'ont pu s'empêcher de commenter des bribes de ces informations divulguées, ajoutant souvent qu'elles ne pouvaient en être vérifiées, mais qu'elles étaient pertinentes pour le débat public. C'était comme si les faits devenaient insignifiants dès lors qu'ils pouvaient amplifier la charge émotionnelle d'une histoire. Et c'était précisément là le danger, non pas que l'information existât, mais qu'elle soit instrumentalisée. Le point le plus bas a été atteint lorsqu'une transcription d'une conversation entre un assistant du palais et un consultant en relations publiques a fait surface. Une transcription qui s'est avérée par la suite être un faux, mais le mal elle était déjà fait. Elle affirmait que nous envisagions stratégiquement de surveiller les activités médiatiques de Meghan comme si nous étions engagés dans une sorte de guerre d'espionnage. La réalité était tout autre. Nous ne surveillons jamais des individus. Nous observons les tendances. Non pas pour contrôler, mais pour comprendre comment le discours public influence la position institutionnelle. Or, il semblait désormais que nous cherchions délibérément à discréditer quelqu'un. Cette interprétation était non seulement préjudiciable, mais aussi absurde. Après tout, comment une institution constamment sous le feu des critiques pourrait-elle simultanément mener une campagne contre une seule personne? Ce qui m'a le plus choqué, c'est la rapidité avec laquelle l'opinion publique s'est polarisée. Des personnes qui avaient soutenu la monarchie sans réserve pendant des années ont commencé à avoir des doutes. Mes partisans se demandaient si je n'étais pas allé trop loin. Et les partisans de Meghan voyaient chaque démenti comme une confirmation. J'ai vu le fossé se creuser non seulement entre deux personnes, mais entre deux mondes, celui de la responsabilité institutionnelle et celui des émotions personnelles.
Jusqu'où ces mondes peuvent-ils s'éloigner avant que l'un d'eux ne s'effondre? Les fuites n'ont pas cessé. En 3 jours de nouveaux documents, ont fait surface, cette fois-ci prétendument fournis par des employés qui craignaient pour leur emploi s'ils exprimaient des critiques. Aucun rapport n'avait été vérifié, aucune source n'avait pu être corroborée. Mais le ton était clair. Tout devait indiquer que nous dissimulions quelque chose, que la monarchie n'était pas honnête, que le conflit n'était pas une question de devoir, mais de jalousie, de pouvoir et de contrôle. C'était un récit qui fonctionnait à merveille, car il exploitait une faiblesse de la société moderne, la méfiance envers l'autorité. Et pourtant, au milieu de ce chaos, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. Chaque fuite, chaque attaque, chaque insinuation commençait à perdre toute crédibilité. Ce qui au départ avait suscité l'excitation et le mystère était devenu avec le temps confus, contradictoire, incohérent. Et là, précisément, quelque chose a commencé à changer. Non pas grâce à nos actions, mais parce que le public a commencé à se méfier lorsqu'une histoire est trop avidement relayée, elle perd de son impact. Quand de nouveaux scandales surgissent, chaque jour, même le sensationnalisme perd de son attrait. Je l'ai constaté dans les commentaires, les analyses, les publications de personnes qui d'ordinaire ne s'exprimaient jamais sur la monarchie. Elles ont commencé à poser des questions. Pourquoi ces fuites ressurgissent-elles dès que le calme revient? Pourquoi proviennent-elles toujours d'une seule source? Pourquoi ne sont-elles jamais confirmées? C'était comme si le public lui-même commençait à comprendre que maintenir le chaos est une stratégie vouée à l'échec. Entre-temps, je restais fermement concentré sur un seul objectif, la stabilité. Car combattre le chaos par le chaos ne peut qu'engendrer une escalade. Je devais trouver un moyen d'empêcher la monarchie d'être entraînée dans une guerre de récits où personne ne peut véritablement gagner. Et à ce moment précis, il est devenu évident que chaque arme utilisée contre nous n'avait qu'une seule faiblesse. Elle manquait de fondement. Ce n'était que de la fumée, beaucoup de fumée. Mais toujours de la fumée. Une question cruciale demeurait: une institution fondée sur la discipline et la continuité peut-elle survivre à une époque où les récits peuvent basculer à tout moment? Et surtout, comment préserver la dignité dans un monde qui ne la protège plus? Au milieu de ce chaos, les fuites, les insinuations, les tentatives d'attrayer la monarchie dans un tourbillon de spéculation, j'ai remarqué une constante qui n'a jamais faibli Catherine Hinnend. Tandis que le monde s'agitait de plus en plus, elle gardait le silence. À mesure que les histoires devenaient plus hystériques, elle gagnait en clarté. Et tandis que je tentais de concilier devoir famille et réputation, elle conservait la boussole morale que je perdais parfois. Je n'avais jamais réalisé à quel point le silence pouvait être une stratégie importante, avant de voir comment qu'elle l'utilisait non pas comme une fuite, mais comme un fondement. À cette époque où l'opinion publique était si changeante, je sentais que Catherine se tenait consciemment à l'écart de toute réaction, de toute émotion que les médias cherchaient à susciter. Elle ne parlait pas aux caméras, ne lançait aucun message subtil, ne faisait aucun geste qui puisse être interprété comme une attaque ou une défense. Mais sa présence était plus forte que n'importe quelle déclaration. Des membres du personnel m'ont confié qu'en réunion, elle posait toujours la même question. Non pas ce que l'institution voulait, non pas ce que je voulais, mais quelle est la bonne chose à faire. Et je me suis surprise à me poser cette question de plus en plus souvent, comme si sa lucidité était une ancre dans une mer de plus en plus tumultueuse. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle n'a jamais cherché à vaincre Meghan. Ce mot n'existait même pas dans son vocabulaire, elle ne voulait pas gagner une guerre.
Elle voulait apaiser les tensions, restaurer la confiance, créer un espace de dialogue. Elle avait compris que le plus grand danger ne résidait pas dans les attaques elles-mêmes, mais dans notre façon d'y réagir. Laissons son chaos se perpétuer, aurait-elle dit, si elle n'avait pas été si réfléchie. Nous n'avons pas à le reproduire. Et elle avait raison, car la force d'une institution ne réside pas dans le bruit, mais dans la constance. Mais le rôle de Catherine allait bien au-delà du calme. Elle voyait ce que je négligeais parfois, que chaque histoire, chaque insinuation, chaque attaque se résume finalement à une seule question à qui faire confiance. Et la confiance ne se construit pas par des paroles, mais par des actes, tandis que je m'efforçais de concilier stratégie et devoir. Elle a instauré la confiance d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle visitait les chantiers, discutait avec les bénévoles, assistait aux réunions de famille, comme si le monde ne pesait pas sur ses épaules. Et c'est précisément pour cela que les gens la croyaient plus que n'importe quel discours. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Catherine a discrètement pris des décisions qui ont protégé le cœur même de la monarchie. Elle fut la première à remarquer que certains membres du personnel subissaient la pression de la tempête médiatique. C'est elle qui a insisté sur la mise en place d'un soutien psychologique pour les équipes constamment confrontées à des attaques numériques. C'était elle qui a constaté que les jeunes réagissaient différemment à la crise par rapport aux générations plus âgées et qui a chargé une équipe de réfléchir à la manière de protéger la réputation en ligne désormais essentielle. Et chaque fois qu'on la complimentait, elle détournait le regard. Elle ne recherchait pas la reconnaissance. Elle recherchait la stabilité. Je comprenais de mieux en mieux que Catherine n'était pas seulement ma partenaire, mais aussi le pilier d'une institution qui luttait pour survivre en ce nouveau siècle. Tandis que je m'efforçais d'assumer la responsabilité de mon rôle, je voyais comment elle envisageait la situation dans son ensemble. Elle savait que chaque erreur commise aujourd'hui créerait un précédent. Elle savait que chaque réaction pouvait se retourner contre elle. Et elle savait mieux que quiconque que l'avenir de la monarchie ne dépendrait pas de celui ou celle qui crierait le plus fort, mais de celui ou celle qui resterait le plus constant. Et les moments que nous passions ensemble à la maison le soir étaient rares, mais essentiels. Il n'y avait pas de grandes conversations, pas de discussions stratégiques. Elle ne m'a jamais demandé de réagir avec plus de force, de ne jamais me taire, de ne jamais me battre. Sa démarche était bien plus subtile. Elle me demandait « Est-ce là ce que tu veux devenir ?» Et inlassablement, c'est quand on va perdre que cette question me ramenait à l'essence même de ma responsabilité, non pas en tant que frère, non pas en tant que mari, non pas en tant que personnalité publique, mais en tant que futur roi. Le silence m'a-t-elle appris n'est pas le vide. C'est une direction. C'est la force. C'est la décision de ne pas suivre le rythme du chaos, mais d'imposer son propre rythme. Et quand j'ai vu comment le public a commencé à comprendre son calme, comment les commentateurs ont loué son intégrité, comment les gens ont senti qu'elle incarnait la stabilité dont la monarchie avait besoin, j'ai réalisé combien son influence dépassait toutes les explications que j'aurais pu donner. Mais la vision stratégique de Catherine dépassait le simple cadre de l'instant présent. Elle entrevoyait l'avenir. Elle savait que cette tempête n'était pas la fin, mais le prélude à de nouveaux défis. C'est précisément pourquoi elle a entrepris en interne ce qu'elle appelait la réforme silencieuse, repenser les processus internes, renforcer les protocoles de communication, former les employés à la résilience numérique et généraliser la transparence. Non pas par réflexe de défense, mais par souci d'évolution. Car aucune institution ne peut survivre si elle continue de fonctionner comme si elle était encore au XXe siècle.
J'ai remarqué que son point de vue commençait à influencer mes propres décisions. La peur que j'éprouvais face à l'escalade de la polémique a peu à peu laissé place à la lucidité. Non pas parce que les attaques se sont apaisées, mais parce que j'ai compris que notre force résidait non pas dans des messages contradictoires, mais dans la cohérence, la dignité et une vision tournée vers l'avenir. Catherine m'a montré que la question ne devrait pas être « comment riposter ?», mais « que pouvons-nous construire qui soit plus fort que n'importe quelle attaque ?» Et tandis que cette dernière idée faisait son chemin, je compris que sa stratégie n'était pas axée sur la survie, mais sur la transformation. La monarchie ne survivrait pas en se défendant, mais en se réinventant. Discrètement, résolument tourné vers l'avenir. Et je me suis demandé, peut-il exister quelque chose de plus puissant qu'une institution dirigée par quelqu'un qui ne parle pas pour se faire entendre, mais qui reste silencieux pour construire?